Bonjour à tous. Donc, nous sommes Raphaël et Charlotte. Nous avons tous les deux 42 ans. Nous sommes mariés depuis 19 ans et nous avons 6 enfants. Toute petite présentation rapide. En ce qui me concerne, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, catholique. Et j'ai reçu une éducation à la fois relativement sérieuse. Par contre, pour tout ce qui concernait l'affectivité, la sexualité, j'ai pas eu grand-chose d'explicite. C'était plutôt des principes implicites. Pas été trop confronté aux difficultés qu'il peut y avoir à l'adolescence dans les relations entre les filles et les garçons, puisque j'ai été dans un milieu plutôt masculin. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de scoutisme, et ensuite dans mes études secondaires j'ai fait une école d'ingénieur, donc là aussi plutôt dans des milieux masculins. Néanmoins, ça m'a pas empêché le manque de compréhension, de sens et d'une formation vraiment profonde et solide m'a pas empêché d'avoir quelques blessures dans mon adolescence. Alors de mon côté, pareil, élevé dans une famille chrétienne, un peu d'un autre style, et sur les questions d'affectivité et de sexualité, je me rends compte avec le recul que j'aurais eu sans doute bien besoin de quelque chose de très explicite, notamment sur le sens du corps, des mots comme pureté, chasteté. Je pense que ça m'aurait été utile. Néanmoins, mes parents me faisaient une grande confiance, mais peut-être que cette confiance, elle était pas tout à fait armée. Et voilà, notamment, je savais pas tellement dire non. Et donc, aussitôt étudiante, à 17 ans, je pars de la maison et mon premier acte de grande fille, c'est d'aller chez le gynéco, me faire prescrire une pilule parce que ça va avec, non ? On part de chez soi et on prend la pilule. Donc en fait, je me rends compte aussi que probablement que je recherchais beaucoup ma valeur et ma dignité dans le regard des autres, avec ce désir de plaire, de séduire, de provoquer chez l'autre une réaction. Et tout ça fait que j'ai eu une adolescence plutôt très abîmée pour le coup à ce niveau-là. Mais j'avais malgré tout dans le cœur cette vocation au mariage et à la maternité très présente en moi. Alors, comme vous pouvez le constater, Charlotte et moi, on est très différents. C'est sans doute lié à notre nature. Le corps de la femme est ainsi fait qu'elle reçoit l'homme en elle. Elle accueille aussi l'enfant en elle pour devenir mère. Alors que le corps de l'homme est principe, il est origine. Les choses se passent plutôt à l'extérieur, dans l'union, dans la paternité. D'ailleurs, pour certains, la paternité n'est pas toujours quelque chose de facile à intégrer. Moi, par exemple, c'est surtout c'est à la naissance du troisième que j'ai vraiment réalisé ce qui se passait sur les deux premiers enfants qu'on a eus. En fait, j'avais pas bien compris ce qui se passait. Alors, je vous parle de ça peut paraître un peu cliché, mais en fait, dans notre couple, c'est quelque chose d'assez présent. Charlotte est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à son intérieur. Elle s'intéresse à ses enfants, aux autres, et elle a aussi besoin qu'on s'intéresse à elle, en particulier dans le domaine des états d'âme, des émotions, de la psychologie. On pourrait dire qu'elle est dans l'être. Elle se tourne vers l'intérieur des choses et des gens. Moi, j'ai plutôt une personnalité à être dans l'agir. J'aime pas ne rien faire. J'ai l'impression de me perdre. Et mon caractère et sans doute aussi mon histoire familiale fait que j'ai plutôt tendance à contenir mes émotions, à essayer de pas me laisser submerger par ces émotions, peut-être pour rester maître de ma volonté et avancer sans être freiné par le stress, par l'angoisse et par ces choses-là. Du coup, je porte pas naturellement une attention à mes émotions et ni à celles des autres. Voilà, je suis donc plutôt porté vers l'extérieur, dans l'efficacité, dans l'action. Et au début de notre mariage, j'avais pas vraiment conscience de ces écarts de nature et de personnalité. Et en particulier, j'ai pas perçu le besoin de Charlotte que je m'intéresse à elle en profondeur. Et je captais pas non plus ces questions quand elle s'intéressait à moi. C'était des questions qui me gênaient un petit peu. Je savais pas vraiment comment y répondre. J'y voyais même parfois aucun intérêt. Pourquoi elle me demande comment je vais? Je vais très bien. Je me posais même pas la question moi-même, en fait. Mais voilà, on était jeunes mariés, on était portés par cet amour naissant, et je percevais pas le besoin d'en faire plus. Et donc, on s'est mariés avec le désir d'avoir des enfants rapidement, donc sans
comment dire, sans y mettre de frein. Et on a eu beaucoup de chance parce que nos 2 filles aînées sont arrivées rapidement. Et donc, après la naissance de nos 2 filles aînées, j'ai décidé de me mettre aux méthodes naturelles, comme on en avait eu l'idée avant de se marier vaguement, quoi. Et pour cela, je me fais poser un stérilet au cuivre, voilà, parce que ça me paraissait la solution idéale, sans hormones, donc qui n'allait pas avoir d'influence sur mon cycle, pour commencer mes observations en toute sécurité. Voilà, parce que j'étais absolument submergée par mon émotion du moment, c'est-à-dire que j'étais terrorisée à l'idée d'être enceinte à nouveau. Voilà, c'est cette émotion-là qui a pris vraiment toute la place à ce moment-là. C'était très violent, cette terreur d'être enceinte, comme une sorte de peur de me perdre moi-même, de mourir, comme d'être bouffée de l'intérieur. Donc voilà, il me fallait ce filet de sécurité. Et moi, de mon côté, j'avais pas perçu la nécessité de m'impliquer, de m'intéresser vraiment à son intimité physiologique, à cette fécondité secrète. Je lui avais donné mon accord, hein, on en avait discuté, le fait d'utiliser les méthodes naturelles, c'était quelque chose dont on avait parlé. Et je croyais que cette discussion-là suffisait, que j'avais fait ma part du boulot. Et j'avais donc rien dit à Charlotte quand elle a décidé de se faire poser un stérilet comme filet de sécurité. J'ai pas cherché non plus à l'aider quand je la voyais galérer avec ses observations, parce qu'elle avait des cycles longs, assez compliqués. Je croyais que tout ça, c'était que de la physiologie, et je voyais pas ce que je pouvais faire, en fait. C'est pas quelque chose qui se démonte, une femme, ça se répare pas. Hein. Moi, je suis assez bricoleur, j'aime bien comprendre, mais là, je comprenais pas trop, en fait. Et les périodes d'abstinence aussi, c'était un petit peu dur, et moi, j'avais tendance à éviter, entre guillemets, la tentation, donc j'étais plutôt tourné vers l'extérieur, hein, l'extérieur du lit. Je croyais que c'était la meilleure manière de gérer mon désir d'union. Donc je poursuis ma petite histoire. Donc après mon stérilet, je commence à observer mes cycles, à tenir mes petits tableaux, tout ça. Puis au bout de quelques semaines, il y a certains signes qui me font faire un test de grossesse qui s'avère positif. Alors là, les émotions, je vous dis pas, ça passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de la joie, de l'angoisse, de la terreur. Bon. Et puis finalement, après quelques jours, j'ai la déception de constater que ce bébé a tiré sa révérence. Donc c'est pour moi finalement la preuve, enfin convaincue par le médecin qui me voit à ce moment-là, et il me dit vous voyez madame que vous n'êtes pas au point, hein, donc je vous conseille vivement de le garder ce stérilet. Oui, très bien sûr. Donc je le garde. Et tout ça évidemment sans consulter Raphaël, parce que moi c'est moi qui me faisais tout mon petit raisonnement. Je trouvais que c'était un mari extraordinaire de me laisser faire les méthodes naturelles. Voilà. Donc, je fais ça toute seule. Et moi, je cherchais pas à comprendre. Hein. Quand Charlotte m'a expliqué que cette grossesse sous stérilet, prématurément interrompue, était soi-disant une fausse couche, ok, d'accord. J'ai pas pris la mesure, en fait, de la charge et de la responsabilité très importante dont j'avais démissionné. Et que je l'avais laissé porter seul en fait pendant plusieurs années, parce que tout ça a duré plusieurs années. J'étais vraiment tourné vers l'ailleurs, j'étais pas tourné vers Charlotte. Et je pensais qu'en focalisant mon énergie, mon esprit, mon attention sur mon travail, sur tous les aspects extérieurs de la famille, je faisais mon job, quoi, et que je suivais ma vocation d'homme et de père de famille, alors qu'en fait j'étais vraiment en train de passer à côté de ma femme. Suite de l'histoire. L'été suivant, la perte de ce bébé, on prend un petit week-end en amoureux tous les deux, à moto, et puis au retour, en fait, on a un grave accident. Et je frôle vraiment la mort lors de cet accident. Et à cette occasion-là, on me passe tout le corps au rayon X pour voir où sont les fractures. Et lorsque je vois, moi, les radios de mon bassin fracturé en plusieurs endroits, en fait, ce qui me saute aux yeux en premier, c'est cette espèce de croix blanche en plein milieu, là, mon stérilet. Autant j'ai pas vu le lien direct quand j'ai vu le sang couler, j'ai pas vu le lien direct avec entre le bébé et le stérilet. En fait, il a fallu que je voie de mes yeux. C'est rare une femme qui voit son stérilet à l'intérieur de son corps. J'ai eu cette chance finalement. Il m'a fallu ça pour réagir, quoi. Et encore des années pour que ma conscience prenne la mesure de ma responsabilité par rapport à la perte du bébé. Donc vous voyez, ça peut être très long en fait.
Et donc cet épisode-là était, pour nous deux, même si la compréhension que notre responsabilité a été engagée a pris du temps, Charlotte vient de le dire, pour moi ça a pris encore plus de temps que pour elle. Néanmoins, à ce moment-là, on avait quand même compris que la contraception, c'était plus pour nous, et on s'était dit ensemble, plus jamais ça. Donc après l'accident, avec la force de vie qui reprend le dessus, je suis passée de l'obsession de ne pas avoir d'enfant à tout d'un coup l'obsession d'en avoir un tout de suite. C'est pour vous expliquer dans quel état d'esprit et dans quelle vision du corps et de l'enfant j'étais. Il fallait que mon corps, l'enfant se plie à ma volonté, à mes états d'âme, mes émotions du moment. Et ce bébé tarde plusieurs mois. Je commence à me poser des questions. Je vis une fausse couche pour le coup, là, une vraie entre guillemets. Et puis enfin, ce bébé arrive avec beaucoup de joie. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le 4e suit immédiatement après. Donc bonheur, joie, mais de nouveau épuisement total, physique, nerveux, psychologique. Je suis de nouveau dans un état de terreur et de panique atroce. Donc mes cycles sont de plus en plus confus, des périodes d'abstinence très longues, j'en peux plus. Donc toujours pareil, mon petit raisonnement à moi, je me dis je vais aller voir mon gynéco, il va me sauver, il va me trouver le remède miracle pour avoir des beaux cycles de 28 jours avec ovulation le 14e jour, nickel. Et puis évidemment, j'amène mon petit paquet de tableaux, je lui dis voilà docteur, voilà mon problème. Et alors il regarde pas mes tableaux, il me regarde, il dit vous êtes fatiguée madame. Oui. Donc écoutez, le mieux c'est que vous preniez la pilule quelques mois parce que là il faut vraiment vous remettre, il faut que vous preniez le temps de faire attention là. Et puis on verra plus tard. Et là je ressors de là dépitée en me disant que j'ai pas d'autre solution quoi, que il va sans doute falloir que j'en passe par là quoi. Et puis là tout d'un coup j'ai l'idée de demander son avis à Raphaël. Enfin. Et moi, je l'ai vue arriver un soir, je me souviens encore de la scène, elle était vraiment épuisée, ça se voyait physiquement. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là, j'ai pris l'ordonnance, je l'ai déchirée, je l'ai mis à la poubelle, et je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de raison, on a fait une croix sur ça, sur la contraception, il n'y a pas de raison, on va y arriver. C'est la première fois que j'employais un pronom qui m'incluait dans l'action. Je savais pas comment j'allais faire. Mais à ce moment-là, j'avais décidé d'essayer de l'aider. Et la Providence a agi, puisque Charlotte et moi avons décidé de nous former ensemble. Et on a choisi par hasard les moniteurs qui étaient à côté de chez nous. Il se trouve que c'était Gabriel et Bertrand Viala. Donc ils nous ont formés et surtout qu'ils nous ont invités à une session annuelle. Ça a lieu une fois par an, du Centre-Ville d'Aix-France. Donc on y est allé. Je vous cache pas que j'ai un petit peu traîné les pieds pour y aller. J'étais pas forcément hyper content de flinguer un week-end pour aller parler de tout ça. Mais j'y vais quand même et on entend le témoignage de Vincent, qui est dans la salle aujourd'hui, et qui a expliqué pendant quelques minutes, comme nous aujourd'hui, à quel point le vécu de la méthode lui avait permis de réaliser sa vocation d'homme. Et c'est un témoignage qui m'a beaucoup touché. Il y avait une force intérieure qui se dégageait dans ce témoignage, beaucoup de délicatesse, et surtout un petit truc que Vincent avait donné, c'était l'histoire du tableau. Voilà, il avait conseillé, en tout cas il avait dit que lui, le tableau, c'est lui qui le tenait. Je me suis dit, banco, je vais faire la même chose. Et le soir même, le tableau est passé de mon côté, et la question que je me suis mis à poser à Charlotte, la question que je posais jusque-là à Charlotte, c'était, alors c'est bon ou c'est pas bon ce soir? Et moi je vous cache pas que donc à ce moment-là on en était moi la pression qui commençait à être insupportable sur moi parce que je devais m'occuper de penser à m'observer tous les jours, noter dans le tableau, je notais un roman parce que je savais plus ce que je devais noter, il n'y avait plus assez de place sur le tableau, interpréter c'est ce que je notais, impossible, et répondre à la question alors c'est bon ou pas ce soir. Je finissais par avoir l'impression d'être la marâtre qui donne son sucre au chien quand il a été gentil ou que madame est dans ses bons jours. Donc je finissais par éprouver presque un sentiment de rejet, voire de mépris pour Raphaël. Alors c'était pas conscient, mais ça commençait à devenir très difficile cette question. Alors que quand j'ai décidé, donc à la suite de ce topo, de prendre le tableau de mon côté, la question a changé de nature et est devenue
comment est-ce que tu t'es sentie aujourd'hui, ma chérie? Voilà. Et cette attention-là, en fait, a été la mère de toutes les attentions pour moi. C'est la question qui m'a permis, et me permet encore, de forcer ma nature et de véritablement m'intéresser à Charlotte. Donc vraiment de tout mon cœur, mesdames, je vous souhaite que ce soir, à partir de ce soir, votre mari vous pose cette question tous les jours. Parce que je peux vous dire que ça a tout changé, mais tout. En fait, je me suis réellement mis à m'intéresser à ce qui est plus intime en Charlotte. D'abord, sa fécondité, sa féminité physiologique. Et cet intérêt-là, ça lui a permis, petit à petit, c'est pas un processus qui s'est fait non plus en un claquement de doigts, hein, mais en quelques mois, années, ça lui permettait en fait à chaque fois d'ouvrir les vannes de son âme, de ses états intérieurs, et je lui donnais donc l'occasion de partager avec moi ses peurs, ses inquiétudes, ses joies, ses envies, etc., etc. Parce que j'ai réalisé que dans l'union conjugale, j'accueille Raphaël en moi, dans mon intimité physique, mais j'ai ce désir profond d'être moi-même accueillie, en fait, d'être entourée, d'être embrassée, d'être comprise. Et j'ai ce besoin finalement de faire entrer Raphaël dans mon intériorité, parce que c'est tout mon être qui m'y pousse. J'ai suffisamment vécu et perçu les dangers de me donner sans discernement, sans intériorité, seulement guidée par l'excitation, le vide intérieur. Dans mon adolescence, j'ai été trompée par cette envie de capter, de séduire l'autre et d'être désirée, alors qu'au fond, ce qui répond vraiment à mon aspiration, c'est ce désir d'aimer et d'être aimé, pour accueillir l'autre, pour m'y abandonner, pour me donner, être sanctuaire de la vie. Donc j'ai besoin d'accueillir Raphaël dans cette intimité psychologique, etc., avant de pouvoir l'accueillir dans mon intimité physique. Et avec le temps aussi, j'ai réalisé que le soir où je lui ai remis le paquet de tableaux, parce qu'on tient nos tableaux sur des papiers, en fait, c'est vraiment une partie du don de moi-même que je lui ai fait, parce que le contenu de ces tableaux, c'est pas quelque chose que je partage avec mes copines autour d'un café, c'est ce qui fait vraiment mon intimité de femme, et c'est ce qui fait de moi sa femme. Et en réalité, si je fais pas l'effort de chercher à me connaître, comment est-ce que je peux prétendre l'aider à me connaître moi-même? Alors dans ces discussions qui étaient comment dirais-je, entamées, initiées par cette question sur la sensation, j'ai petit à petit expérimenté la joie réelle, profonde, de voir à quel point le fait d'être une écoute attentive et bienveillante, même si ça coûte parfois, il y a des fois où quand on rentre le soir, on est crevé, on n'a pas vraiment envie de passer 20, 25 minutes, 30 minutes ou plus à écouter, voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment expérimenté cette joie de voir que j'avais une capacité à la rassurer, à l'apaiser, et à la rendre prête à une union, finalement. Alors qu'au départ, le stress, l'inquiétude et tout ça la rendait plutôt inapte à cette union. Donc voilà, c'est très beau de voir, et ça m'a rempli le cœur de joie, de voir que j'avais cette capacité à apporter de la sérénité à Charlotte, qui a plutôt une nature portée à l'inquiétude et au stress. Donc voilà, c'est important d'être relié à mon intériorité psychologique et physiologique pour pouvoir m'en ouvrir à mon époux, à Raphaël. Et le fait de sentir qu'il reçoit ce que je lui dis avec patience, bienveillance, gentillesse, je sais que parfois c'est difficile pour lui. Bien moi ça me permet de l'accueillir en retour en fait, et de le faire entrer au seuil de cette intimité avant de l'y accueillir totalement. Et quand on relit notre histoire depuis plusieurs années, moi je suis impressionnée de voir comment tout ce processus de guérison intérieure, puisque c'est ce que je vis vraiment, une guérison intérieure, passe par le langage verbal, par la parole de Raphaël, mais aussi par le langage non verbal. Je veux dire, toute son attitude, ça compte énormément. Il n'y a rien de pire que de sentir les soupirs, l'exaspération. Ah, mais si je te dis, c'est bon, ton sommeil là, ça va, il est passé.
non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut essayer de réagir. L'attitude compte énormément, et je suis très reconnaissante à Raphaël de parvenir à m'écouter gentiment. Et cette écoute, le fait de se sentir aimé et reçu, il y a vraiment eu un effet sur son attitude dans les unions et dans nos unions. Je peux vous dire que la qualité même de nos unions petit à petit a grandi et on a aujourd'hui des unions beaucoup plus belles et même peut-être aussi beaucoup plus fréquentes que par le passé. Alors l'effet aussi de cette pression qui a baissé, c'est aussi traduit dans ces cycles qui sont devenus petit à petit beaucoup plus réguliers et faciles à suivre. Oui, parce que donc, si vous l'avez pas encore compris, jusque-là, mon cycle, c'était plutôt mon ennemi numéro 1. J'y comprenais rien du tout. J'avais même, au bout d'un moment, peur de donner mon observation du jour à Raphaël, parce que j'avais peur de lui imposer encore un jour d'abstinence. Je me sentais coupable, contrariée, même agressive. Jusqu'à ce qu'un jour il me dise mais dis-moi juste ce que tu as observé, je vais pas te sauter dessus, je vais pas t'en vouloir, je sais bien que tu contrôles pas ton ovulation. Ben vous le croirez si vous voulez, mais en fait ça m'a fait du bien longtemps. J'avais besoin de ça, qui me dise je vais pas te sauter dessus, je vais pas t'en vouloir si tu me dis que t'es encore humide ce soir. Voilà, et donc cette attention quotidienne, gratuite de Raphaël pour mon cycle, ben, petit à petit, ça a commencé à m'adoucir moi-même et à accepter que mon cycle soit tel qu'il est. J'ai jamais eu un cycle de 28 jours avec ovulation le 14e jour. Ça m'est jamais arrivé. Je pense que ça m'arrivera jamais. Et puisque mon époux ne juge pas mon cycle, pourquoi est-ce que moi je le jugerais après tout? Voilà, c'est comme ça. À un moment, son stress était tel qu'elle arrivait même plus à me donner ses observations. Il a fallu que je lui fasse une sorte de shortlist en disant écoute maintenant t'as droit à 6-7 mots, là on va les définir ensemble et tu sors pas de ça. Parce qu'elle y arrivait plus, ça partait dans tous les sens, je savais plus quoi noter, ça faisait des romans grands comme ça alors que la case était 2 fois plus petite. Donc je l'ai vraiment aidé petit à petit en essayant de la rassurer, en lui disant ce qu'elle vient de me dire, hein, je vais pas te sauter dessus, dis-moi juste voilà, c'est quoi, et puis voilà. Parce que c'est quand même un grand paradoxe, hein. Il s'agit bien de mon intimité, de mon corps, de mon cycle, donc je devrais en avoir une compréhension claire et nette, immédiate. Donc ça, c'était au Jardin d'Éden, en fait, depuis il s'est passé 3 petites choses. En fait, en réalité, je suis moi-même face à mon propre mystère, et j'ai vraiment besoin, enfin, mon époux a quelque chose à m'apprendre sur moi-même, et réciproquement, je pense. Et donc, cette attitude progressive de Raphaël m'a permis de peu à peu m'apprivoiser, finalement, pour mieux me connaître et mieux me donner. Et c'est vraiment un échange indispensable en fait. C'est une communication indispensable pour parvenir à la communion. Parce que si je reste seule dans ce processus de connaissance de moi-même, enfin de ma physiologie, finalement je vais dans l'impasse parce que je me heurte toujours à mes émotions, à mes états d'âme qui prennent le dessus sur l'objectivité et la réalité. J'ai vraiment besoin de Raphaël pour vivre dans la réalité. Et d'ailleurs, pas que pour ce sujet-là de la physiologie. Hein. Moi, je pars vite dans des films sur les enfants, sur ma belle-mère. Donc, j'ai besoin de Raphaël pour dire attends, calme-toi. Voilà. Et donc, c'est un défi pour la femme. Je vais parler pour moi. C'est un défi d'être attentive à ce qui se passe en moi. Et c'est une école d'humilité en fait, hein, d'accueil de moi-même pour me laisser aimer et d'abord probablement par moi-même. Et moi aussi j'ai eu un petit processus d'accueil dans cet échange quotidien à avoir, à être dans l'humilité et dans la confiance de ce que Charlotte me disait. Ça n'a pas toujours été simple. On a fait un moment l'expérience d'un cycle en particulier où moi j'étais persuadé qu'elle avait passé ce jour sommet. Les signes qu'elle m'avait donnés, j'en étais sûr. Et en fait, j'avais surtout envie qu'elle ait passé ce jour sommet, parce que je trouvais que la période d'abstinence commençait à être un peu longue. Et donc j'ai influencé l'interprétation, mal, puisqu'il n'était pas passé le jour sommet. Et ça nous a permis d'avoir un 6e enfant. Donc il faut vraiment être dans l'écoute, dans la confiance. Je l'aide, mais c'est pas moi le patron, enfin c'est pas moi qui décide. Voilà, on est à 2 et il faut qu'on ait ce partage
et cette humilité, tous les deux ensemble. Alors, il y a un constat aussi très intéressant que j'ai fait assez vite quand j'ai suivi les tableaux, c'est le parallèle entre la courbe de la fécondité et ses états psychologiques et émotionnels. Et ça a été une clé pour moi essentielle dans la meilleure compréhension du fonctionnement de ma femme. Et j'ai vite vu qu'avec ma physiologie à moi, masculine, qui est beaucoup plus stable, plus constante, j'avais un vrai rôle de régulateur à jouer. Charlotte, vivant des grandes variations hormonales, son désir est très fluctuant. Il peut être très fort juste avant le jour sommet, juste avant l'ovulation, et au contraire chuter de manière très brutale juste après. Donc ça rend pour elle parfois la gestion de l'abstinence à l'approche du sommet un petit peu difficile, et inversement, elle est parfois très frustrée d'avoir cette libido très basse après le jour sommet. Donc moi, j'ai, avec le temps, pris conscience que j'avais un rôle particulier à jouer dans ces moments-là, et avec cette connaissance assez fine que j'avais acquise de ses états psychios, de ses désirs, de ses fantasmes, etc., j'adaptais mes comportements. J'aime bien la comparaison que faisait Bertrand hier de la météo, parce que je suis un marin, et quand je suis en mer pour naviguer, je pars pas sans prendre la météo. Et qui connaît bien la météo, connaît bien son bateau, va naviguer prudemment, va pouvoir aller loin. Là c'est pareil. La bonne connaissance de ma femme, la bonne connaissance de la manière dont moi je fonctionne, fait que j'adopte les bonnes attitudes et je prends les bonnes décisions. Donc avec ça, Raphaël a vraiment grandi à mes yeux, et je vous parlais tout à l'heure un peu du mépris que je commençais à ressentir. Et ben, je suis vraiment passée à la reconnaissance et même à l'admiration, parce que je constatais qu'il était capable de m'écouter, de m'attendre sans jugement, sans m'en vouloir. Et plus on avance, plus il me connaît et me comprend. Donc je constate son amour pour moi. Alors tout ce qu'on vous dit là, c'est des années, ça s'étale sur des années, et la continence a été pour nous un processus long, semé d'embûches, de chutes et d'amertume. On a pas mal ramé, triché, essayé de contourner les obstacles. Il y a même un soir où on commençait à glisser dangereusement sur la pente, et puis j'avais un exemplaire du catéchisme de l'Église catholique à côté. J'ai dit attends, ouvert sexualité, ok, bon on va éteindre, bonne nuit. Voilà. Et donc évidemment il a fallu qu'on apprenne à vivre une vraie continence. Et moi, comme je vous le disais, à ce moment-là, je croyais que le meilleur moyen de gérer tout ça, c'était de me tourner vers l'extérieur, physiquement. C'est-à-dire, je me mettais de mon côté, là, je me tournais de mon côté. J'ai essayé de limiter au maximum les contacts physiques, puis je tirais un peu la gueule, quoi, en fait. Carrément la gueule, ouais. Alors que donc moi, il a fallu que je lui dise, écoute, fille, si tu me parles pas, si tu me touches pas, si tu me regardes pas, moi je vais jamais ovuler, quoi. Il faut vraiment que j'ai besoin de toi, quoi. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, que tu me parles. Faut que tu me tiennes la main, parce que je vais pas y arriver. Et moi, petit à petit, je lui dis ok, d'accord, mais il va falloir qu'il y ait des limites qu'on dépasse pas, parce que je pourrais plus gérer sinon. Donc voilà, on dit ça un peu sur le ton de la rigolade, mais on a petit à petit appris à se dire de quelle manière, à force de parler, on a compris de quelle manière il fallait qu'on vive ces périodes-là, et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que c'était une période extrêmement propice pour développer un véritable langage d'amour centré sur la tendresse, sur la parole. J'ai bien aimé l'image tout à l'heure donnée par Nicolas, que dorénavant je reprendrai pour moi, de nouvelles fiançailles finalement, où on apprend à se dire je t'aime sans arrière-pensée, puisqu'on a bien imposé les règles du jeu et on s'est dit il n'y aura pas d'union à ce moment-là. Donc la force des mots, je pense, prend une valeur plus importante. Bon, ça reste pas très rigolo, ça reste une épreuve globalement, mais on arrive à y trouver petit à petit une certaine joie, parce que non seulement on est sûr d'être sur le bon chemin, on est sûr d'offrir un grand cadeau à nos enfants,
pour ça, et donc on essaye d'offrir nos efforts à leur intention ou à d'autres intentions. Et on vit déjà dans la joie des retrouvailles. C'est ce que dit Benoît XVI, hein, l'espérance, c'est déjà une joie éprouvée finalement de ce qui va se passer plus tard. Il y a un peu de ça dans cette attente. Avec l'expérience, on sait que les retrouvailles vont arriver peu de jours après, et ça nous met déjà en joie, et on en parle, et on se dit l'après, et ça nous met en joie. Alors, vous l'avez compris, dans ce dialogue quotidien qu'on a mis en place petit à petit, je fais pas qu'écouter. Et Charlotte m'a vraiment poussé petit à petit à exprimer mes émotions, mes sentiments, à les lui confier. Alors, c'est toujours pas naturellement, c'est toujours pas quelque chose qui vient naturellement pour moi, mais ça vient quand même. Et je fais le constat que ça m'apporte de la joie quand ces émotions sont positives, ou bien du soulagement quand c'est des choses un peu plus difficiles, mais que ça nous permet de les mettre à plat et puis de nous réajuster l'un avec l'autre. Et tout ça, évidemment, cumulé, je dirais, à l'habitude de vivre l'abstinence, ça m'a donné des véritables outils dans ma vie d'homme. Moi, j'ai un travail en particulier qui me porte souvent à voyager, loin, en Asie, en Afrique, dans des milieux où on voit des choses pas toujours chouettes. J'ai pas mal de collaborateurs qui ont des vies un peu comme celles que Jérôme décrivait d'un marin qui a plusieurs femmes dans un port. Donc je suis un peu confronté à ce genre de choses. Quand je me retrouve au fin fond de la Chine, dans un hôtel totalement impersonnel, et que je suis crevé, que le moyen que la plupart des gens ont de passer, c'est d'allumer la télé, de regarder des trucs totalement stupides en chinois. Tu parles pas chinois. Je parle pas chinois. Et puis à force de zapper, on est vite confronté à des choses c'est le truc pas qu'on belles, comprend, quoi. pas sales, de la pornographie, etc., etc. Et cette habitude que j'ai acquise de contrôler à la fois mes émotions, mais aussi mon désir et mon regard, m'ont donné des outils pour passer un peu au-dessus de ces obstacles. Et dans ma vie aussi sociale et humaine, cette capacité que j'ai aujourd'hui plus qu'avant à m'exprimer, à faire part de mes émotions, de mes sentiments, m'a sans doute aussi amené petit à petit à prendre des engagements sociaux dans des organisations où j'ai des porte-paroles, Alliance Vitale, Manif pour tous. Et c'est vraiment des choses que j'aurais pas faites si j'avais pas eu cette expérience dans notre intimité conjugale. Et tout ça aussi nous a beaucoup aidé dans notre rôle de parents. Nos aînés ont maintenant 16 ans et demi, 18 ans. On a vu combien le fait de nous entraîner à discuter de notre intimité nous a aplani la route pour la transmettre à nos enfants, justement, probablement ce qui nous avait fait défaut dans notre éducation. Et parler de ces sujets-là nous met en joie aussi avec nos enfants, et on commence à voir que les choses rentrent probablement dans leur esprit, dans leur cœur, et ça nous donne beaucoup de bonheur. Et tout ce qu'on a reçu, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu. On en éprouve énormément de gratitude déjà pour tous les moniteurs, hein, qui nous ont transmis énormément, qui ont donné de leur temps et de leur savoir pour nous. On s'est dit que c'était pas possible de garder ça pour nous, donc on est devenu à notre tour moniteur. Mais évidemment, derrière tout ce chemin parcouru, on peut pas s'empêcher de voir la sollicitude et la tendresse de notre père qui ne veut qu'aucun de ses enfants se perde. Donc ça nous donne beaucoup de confiance pour l'avenir, et puis ça nous aide aussi à peut-être accueillir tous ceux qui se présentent à nous dans notre salon, et on a beaucoup de plaisir on est édifié par les histoires qu'on nous confie, etc. Mais on essaye de jamais oublier d'où on vient non plus, et de pas être trop donneur de leçons. Et évidemment, on va passer rapidement à la fin, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce parcours-là, on a aussi eu besoin de recourir à la grâce, au sacrement, et en particulier le sacrement de confession, puisque vous l'avez compris, on a chuté un certain nombre de fois, et on continuera certainement encore à chuter à l'avenir. Mais à force d'être relevé et repurifié par ce sacrement de confession,
on a pu progresser petit à petit dans cette soif de vérité, de sens, et l'amour que l'on porte pour l'Église en sort évidemment grandi. Alors, en conclusion, moi, j'ai envie de dire que ce qui me rend vraiment heureuse, c'est d'avoir à mes côtés un homme, un vrai, qui sait ce que c'est qu'une femme, avec ses cycles, avec ses hormones, sa météo, et qui non seulement ne lui en veut pas, mais l'aime comme ça. Tu me connais parfois mieux que moi-même, tu me comprends mieux parfois aussi, et tu m'aides à mieux m'aimer, à me comprendre aussi. Donc, merci mon cœur de m'aimer et de me faire grandir. Ça me donne de l'élan pour aimer à mon tour et vivre ma vocation de femme. Et moi, en synthèse, donc vous avez compris, j'ai été bousculé par ma femme, par notre histoire, mais ça m'a fait grandir, avec des chutes toujours, je le disais à l'instant. Et je crois que ma virilité morale, j'assume aujourd'hui davantage mes responsabilités d'époux et de père, ma force intérieure a grandi. J'ai l'impression aujourd'hui d'être un homme debout, qui est plus attentif à sa femme, plus attentif aux autres. J'ai pris un certain nombre d'engagements dans la société. Et au fond, quand je regarde un petit peu en arrière, ce chemin, c'est au fond ma vocation d'homme. Et ce parcours, c'est grâce à toi, Charlotte, que je l'ai entamé et que je veux le poursuivre. Voilà. Merci mon cœur. Je t'aime.